Le trigonocéphale est l'animal qui effraie le plus la population martiniquaise. Gilbert Hérichet, plus souvent appelé Rosengart, tu es connu pour être celui qu'on appelle pour chasser les serpents. Comment te définis-tu? Est-ce que tu es un chasseur de serpents? Alors effectivement, certaines personnes me considèrent comme un chasseur, mais moi c'est la récupération. En termes de chasse, effectivement c'est une bonne chasse, contrairement aux autres gibiers, mais ça va, j'appréhende les deux. Tu appréhendes les deux. Ouais. Mais en fait, parce que tu les chasses, non pas pour le plaisir, pour la nourriture, tu les chasses parce que les gens en trouvent en général dans leurs habitations. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Étant donné que c'est un animal en ce moment qui est protégé, alors il faut protéger à la fois la population et l'animal. Alors on profite effectivement des bien soins des riverains qui le voient et qui demandent bien sûr à les retirer. Alors entre autres, ça tombe bien pour tout le monde, c'est-à-dire l'animal ne sera pas tué puisqu'on a des mauvaises habitudes avec les années. Alors maintenant, comme ils sont en voie de disparition, alors on essaie de limiter de façon pour pouvoir garder notre espèce qui est endémique à l'île. Ah oui, justement, on y viendra par la suite. Mais avant de plonger dans le vif de ce sujet, euh, comment a commencé ton histoire avec le trigonocéphale? Parce que c'est de lui qu'il s'agit, précisément en Martinique. Pour devenir celui qu'on appelle aujourd'hui, devenir un référent, qu'est-ce qui a facilité ta relation, on va dire, avec le trigonocéphale? Est-ce que tu as toujours eu cette facilité à les capturer? Comment s'est passé Ben, ça s'est passé il y a très longtemps. Je pense que c'est lui qui est venu vers moi et qui m'a donné une voie à suivre. Alors depuis, je l'ai suivi. Alors, comment il t'a donné cette voix? Comment il te l'a montré? Alors, alors, effectivement, en jeune, j'ai rencontré un trigono dans la forêt et pourtant je ne savais pas ce que c'était. C'est un animal, bon, ça n'a pas de pattes, ça a un grand corps comme une corde et effectivement ça m'a intrigué. Et effectivement, l'animal une première fois, un premier jour, c'est-à-dire que je l'ai vu, ok, bon, pas trop, mais quand on est enfant, on est toujours intrigué sur ce qu'on voit. Alors le lendemain, je l'ai revu, et là, je voulais effectivement le prendre. Mais il a reculé et il m'a envoyé un jet de venin. Alors, et effectivement, ça brûle. On est jeune, entre 3 ans et 4 ans, on a la peau très sensible. Et le venin, effectivement, qui n'est pas très toxique sur la peau, même si on a un jet qui arrive au niveau du visage, mais on a déjà le réflexe de fermer les yeux. Alors, effectivement, jusque-là, tout s'est bien passé. J'ai eu un jet au visage, les yeux, ça va, jusqu'ici, j'ai pas eu de problème. Et de là, avec la réflexion, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, il m'a même béni, parce que on n'a pas eu de morsure. Et là, j'ai senti que la bête voulait pas m'attaquer. Et moi, étant qu'enfant, comme on dit, on est innocent. On a toujours tendance à vouloir toucher au feu. Et effectivement, là, c'était vraiment le feu. Il n'a pas cherché à me mordre. S'il m'avait mordu, je ne serais pas là. Alors, je pense qu'à ce moment-là, je dois lui remettre l'appareil en cherchant à les protéger. Et avant tous les décrets, j'avais commencé effectivement à pousser les gens étant que jeune pour ne pas les tuer. Personne ne me comprenait. Et puis jusqu'à temps qu'un jour, justement, à Rivière-Pilote, je crois que ça a démarré. Qu'est-ce qui s'est passé à Rivière-Pilote? Eh bien, ce qui s'est passé à Rivière-Pilote, pendant mon service militaire, je ne me rappelle pas le nom du quartier, mais j'avais emmené une machine pour que l'arbre, c'est un arbre qu'ils avaient à abattre. Et j'avais vu beaucoup de jeunes qui, à cette époque-là, en 1985, il y avait beaucoup de jeunes qui attendaient. Alors je me suis demandé pourquoi il y a autant de jeunes là. Il dit, mais si, les jeunes, ils sont là pour pouvoir récupérer des serpents. Je dis, mais entre autres, c'est dangereux. Alors du coup, j'avais mon adjudant, je lui en parlais. Je dis, ouais, mais ça ne devait pas se faire, puisque c'était à l'époque, effectivement, cette époque-là continuait du jour, même en 85, de récupérer des têtes de serpents pour les emmener à la gendarmerie.
Ah oui, parce que les gens étaient payés, c'est Ils ça? étaient payés, tout à fait. Oui, à l'époque, il fallait vraiment les éliminer. Oui, tout à fait. Mais les éliminer parce que personne ne savait pas comment faire. Finalement, tout en éliminant, on s'est aperçu que là, on est en train de les détruire. Et en même temps, on détruit quelque chose qui pourrait nous emmener pas à être, comment dirais-je, ne pas. C'est-à-dire, il contribue à notre santé finalement. Pas seulement étant Mhm. mordu, mais son venin est utile, pas plus difficile à ralentir la progression de certains cancers. Alors oui, là aussi, on va y arriver, on va pas trop Il n'y a pas de anticiper. souci. Mais par contre, quand il t'a mordu, enfin non, quand il t'a envoyé le jet Le jet, justement, oui. du coup, tu n'as pas eu. S'il t'avait mordu à cette époque, est-ce qu'on pouvait aller à l'hôpital À pour cette avoir. époque-là, déjà enfant, j'aurais pas pu survivre. Parce que, étant enfant à 3 4 ans, on n'a pas une grande taille. Ah oui, Alors, l'effet du venin serait encore plus rapide. Alors, c'est sûr et certain, j'aurais bougé dans tous les sens. Mes parents, effectivement, sur ce terrain-là, étaient très vastes, parce que c'était au pied des pitons. Il fallait faire des kilomètres à pied pour rejoindre la route. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Mes parents ne possédaient pas de voiture, puisque c'était un endroit qui n'avait pas d'accès. Alors, il fallait faire, grosso modo, je dirais 5 kilomètres pour arriver du bourg de Font-Saint-Denis, arriver à cet endroit-là. Et déjà, presque, même maintenant qu'il y a une route, se faire mordre à ce niveau-là, non. c'est difficile. Bon, une voiture, l'hélico, parce qu'il y a le téléphone. Mhm. Mais à cette époque-là, non. Donc dans tous les cas, on est un candidat, on va dire, à la mort. Ah À oui, cette époque, absolument. aussi petit, on pouvait Ouais. être mordu. Mais alors justement, donc petit, bon, tu reçois un jet une bénédiction, comme Une tu dis. bénévoie, Ton intérêt pour le trigonocéphale, le serpent, a grandi. Durant ton service militaire à Rivière-Pilote, tu constates que les gens récupèrent des têtes, coupent des têtes de serpents pour récupérer, pour se faire payer. Et là, tu sens que tu veux, en fait, qu'est-ce qui vient à toi? Tu as envie de le préserver, de le sauver, de le préserver? oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, étant donné que j'étais dans comment dirais-je, l'entourage de l'administration, c'est le service militaire, Mm. c'est pas eux qui dirigent un pays, mais il y a une grosse hiérarchie. Alors à ce moment-là, j'ai lancé la phrase à mon adjudant, que je lui ai dit, tiens, on aurait dû protéger l'animal au lieu de le tuer. Il m'a regardé, il m'a dit, tiens, je vais en parler à la hiérarchie, c'est-à-dire le colonel, etc. Et de là, sans faire de papier, ni moi, il m'a un jour dit, quelques jours après, oui, je l'ai dit au colonel, qui dit colonel dit préfet, qui dit préfet président. Alors, c'est parti. Et là, je constate entre 85 et 88, les décrets sont tombés pour pouvoir sauvegarder tous les vipères qui sont sous la tutelle de la France. Ah, d'accord. C'est au niveau national, en fait. Au C'est pas niveau juste national, En pas Martinique. seulement en Martinique. Mm. Alors, en Martinique, il y avait eu une petite parenthèse en disant que il faut, d'accord, il faut protéger, mais si en cas on est en danger, il faut tuer. Il dit, ouais, mais ça n'a pas de sens, puisque l'animal ne vous attaque pas. L'animal, s'il est dans son, je dirais, sur son terrain, sur sa branche, on monte dessus, mais il ne vient pas spontanément, comme un lion, comme un jaguar, attaquer quelqu'un, comme un bœuf qui a un mauvais ressenti. Non, au contraire, il D'accord. ne fait jamais ça. Oui, parce qu'en fait, le fait de donner une rémunération, ça fait que les gens, ils allaient à la chasse, justement, au Justement. trigonocéphale. Ils se préservaient pas juste de ceux qui restaient dans leur environnement. Ouais. Mais alors, justement, quand on t'appelle, quelles sont les situations? Enfin, en général, on t'appelle pour te dire qu'il y a un serpent auprès d'une habitation ou peut-être même dans une voiture. Donc, comment ça se passe? Tu vas sur le terrain, donc quand il est évident de le trouver, tu le trouves, tu le récupères. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu arrives et que tu ne retrouves pas le serpent? Comment ça Eh se passe? ben, là, oui, j'irai carrément sur une anecdote à Saint-Denis. Un dimanche, un riverain m'appelle pour récupérer un serpent. Là, on le voit, ok, mais il est dans une souche, très difficile à récupérer. Et puis, au moment, on ne le voit plus. Il a disparu. Pas possible de savoir sur 2 mètres, voire 4 mètres carrés. On ne l'a
On n'a pas vu où qu'il est passé. Sur 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. On ne le voit pas. Vu sa taille, on devrait le voir facilement, mais impossible. La bête est passée en dessous du feuillage inaperçu. On a fait un rayon. Pas possible. Et là, on a cherché au plus fin où il pouvait être. Effectivement, il était remonté. Il s'est mis en dessous d'une souche. Et en bougeant la souche. Mais tout ça, après pratiquement 3 heures de recherche. Wow, 3 heures. Alors, on a été vraiment les plus minutieux à le rechercher, puisqu'il était tout près d'une habitation, et ce serait encore mieux si on partait avec. Et effectivement, j'ai réussi à le trouver et l'embarquer. Et une fois, on avait eu l'occasion de discuter, bien avant cette interview, et tu m'avais dit que ça t'arrivait de repérer le terrain si tu ne trouvais pas le serpent le jour même et d'y réfléchir à distance. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi ce processus où tu scannes, on va dire, le terrain de chez toi pour imaginer où a pu se faufiler, se cacher le serpent? Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, je dirais c'est un peu à l'expérience d'un chasseur, même un chasseur d'oiseaux, de cochons, effectivement, à réfléchir où la bête peut se faufiler, effectivement, sachant que le serpent ne fait pas beaucoup de bruit. Même, comme on dit, il siffle, mais pas à tout moment. C'est un chasseur, il ne veut pas se montrer. Alors, effectivement, en allant sur des terrains et auxquels je ne l'ai pas trouvé la première fois, effectivement, on se met à réfléchir, même à distance, et effectivement, en scannant, comme on dit avec les nouvelles phrases, l'endroit, et 2-3 jours après, s'il le faut, aller chez cette personne-là et dire, bon voilà, la bête devrait être de tel endroit. Et en général, elle se trouve à l'endroit où que tu as repéré. En cherchant, en analysant l'endroit, effectivement, et on le retrouve. Ça veut dire qu'ils ont des habitudes alors. Ils ont un fonctionnement qui est que tu as repéré, qui est récurrent, qui est répétitif. Oui, tout à fait, puisque ce sont des animaux, par rapport au temps, par exemple, s'il y a du soleil, il va se rapprocher plus à un endroit qui a de l'eau. Si là, par exemple, ces jours-ci, il pleut, on est en saison de pluie, eh ben, on va plutôt les trouver en haut, dans un arbre. Ah, d'accord. Donc, en ce moment, si on se promène, enfin, pendant la période de la mousson. La période des pluies, la saison des pluies, entre, on va dire, de juillet à décembre à peu près, quand on fait des randonnées, c'est pas à terre qu'il faut les surveiller, c'est en haut. C'est en haut. C'est en haut, ouais. Dans les arbres. Dans les arbres ou dans certains poulaillers, je dirais, dans la marture entre la toiture et les poutres du haut. Ils peuvent se cacher, puisque avec le soleil qu'il y a un peu dans la journée, c'est déjà une bonne fonction pour eux pour pouvoir s'alimenter en soleil. D'accord. Donc, dans la période des pluies, ils vont chercher le soleil. Et pendant le carême, on les trouve... près de l'eau. Pendant le carême, ils cherchent de l'eau. Même dans un poulailler, je reviens sur le poulailler, on peut le retrouver dans le récipient des poules. Ils cohabitent avec les poules, alors. Ouais. Et ils profitent pour manger une poule en même temps. Pas une poule entièrement, selon sa taille. Selon sa taille, parce qu'on peut le retrouver dans les gamelles de chien, par exemple, qui a sa gamelle qui a de l'eau. Le fait qu'il fait très chaud, il va s'émerger. D'accord, parce qu'on voit souvent, même dans les documentaires, on voit souvent les serpents attaquer leur proie, et on les voit digérer, mais on les voit jamais boire de l'eau, en fait. Ah, ils boivent beaucoup d'eau, par contre. Ouais. Si vous avez un serpent dans un vivarium, même un trigonocéphale, eh bien, vous allez voir qu'il consomme beaucoup d'eau. C'est sûr qu'il consomme beaucoup d'eau. Tout comme son cousin python ou anaconda, ils sont très consommateurs d'eau. D'accord. Et une fois aussi, tu m'avais dit qu'ils avaient une façon de se mettre en torche pour récupérer l'eau. Effectivement. Voilà. Ils se mettent comme un entonnoir et là, ils récupèrent l'eau. Quand il pleut, quand il pleut, tout à fait. Donc, ils peuvent rester plusieurs minutes ou bien... plusieurs minutes à attendre que l'eau remplisse l'espèce de cône qu'ils ont formé. Exactement. Et après, ils boivent l'eau dans le récipient qu'ils ont formé. Oui.
Tout à fait. Et tu as eu l'occasion d'assister à ça plusieurs fois? C'est des choses en forêt on se balade en forêt selon la forme. Et puis effectivement, quand il pleut et qu'ils sont au sol, bien sûr, et qu'il y avait peut-être 2, 3 jours où il n'y avait pas eu d'eau, eh bien, ils profitent de récupérer cette eau-là. Tout comme nous, on serre la main pour pouvoir consommer de l'eau dans une ravine ou autrement. D'accord. Alors, ils se débrouillent, ils savent se débrouiller. Ben oui, naturellement. Ah, ça, c'est... Mais tu as parlé de sifflement. Comment on peut reconnaître le sifflement d'un serpent? Parce que quand on marche dans la forêt en Martinique, il y a les sifflements de certains oiseaux, il y a différents animaux. Comment on reconnaît celui du serpent, du trigonocéphale pour le coup? Oui, pour le coup, pour le trigonocéphale, c'est très aigu. C'est pratiquement, ça fait mal à l'oreille, mais c'est plutôt la nuit. Et comme rarement il n'y a pas de marcheurs de randonnée la nuit, bon, exceptionnellement pour certaines personnes, parce qu'il y a quand même des gens qui aiment marcher la nuit, mais c'est à ce moment-là qu'on va entendre le sifflement. Alors c'est un sifflement autant d'appel entre femelles et mâles pour se chercher, puisque déjà la femelle, s'il y a la possibilité de chercher l'accouplement, alors il appelle son mâle, enfin les mâles dans le secteur, et effectivement il y a un sacré concert en forêt de sifflements qui se rapprochent, qui s'éloignent, etc. Et c'est plutôt à quelle période de l'année? Eh ben, c'est les périodes, je dirais, des vacances comme nous, au mois d'août. Ah, Effectivement, ça démarre. Bon, ils ont de l'accouplement toute l'année, du moment que la femelle est prête, parce que là, c'est pas tout à fait comme nous, 100% comme nous. C'est la nature qui fonctionne légèrement autrement, mais qui va batifoler à n'importe quel moment. C'est-à-dire que dès que la femelle est prête, eh ben, il cherche son mâle. Alors à ce moment-là, l'accouplement se fait. L'accouplement se fait et il y a aussi que la femelle peut attendre, peut stocker le sperme du mâle et puis ne pas le travailler, ne pas chercher à le travailler dans les premiers mois. Peut-être c'est dans 3, 4 mois. C'est au d'accord. bon vouloir. Elle le met à plus tard. Elle met à plus tard. Je dirais, mais au congélateur, bien sûr, il n'y a pas de congélateur, c'est une façon de faire de l'humour. Mais contrairement à un humain, parfois c'est sauf accident, mais eux, ils arrivent à contrôler. Ça, c'est systématique chez eux. D'accord. Et où est-ce qu'on est plus susceptible de tomber sur un serpent en Martinique? Est-ce qu'il y a souvent on parle du nord au niveau des pitons, des forêts, mais est-ce qu'on en trouve aussi beaucoup dans des endroits plus secs comme le Diamant, Sainte-Anne, par Oui, exemple? oui, on peut trouver autant, effectivement, on parle souvent du nord, mais on parle aussi du sud. Du sud, c'est-à-dire le Marin, par exemple, c'est Montgommier. Ah, ah. Souvent dans les hauteurs secs, effectivement, on en trouve. Il y a beaucoup de riverains, souvent quand ils ont des déplacements à faire, ils m'appellent, me disent, bon voilà, il faudra vous rapprocher. Effectivement, des fois tout dépend du temps, je leur dis carrément, même à distance, pareil, comme on vient de dire, que c'est pas la peine de faire leurs affaires, ils vont pas rencontrer de serpent. Parce que soit il fait trop chaud, le serpent non plus ne va pas se brûler non plus. Alors, il préfère rester en retrait, il préfère rester sur sa roche, surtout du côté diamant, ou encore diamant, marin. D'accord. Donc on en trouve au Diamant, même au Mont de l'Archer, j'ai entendu Au dire. Mont de Oui. l'Archer, ouais, effectivement. J'ai déjà eu, avec l'ONF, à intervenir sur le diamant. Mais le diamant, c'était particulier parce que les serpents avaient tendance à sortir aux périodes de chasse. Alors, comme il y a les oiseaux qui arrivaient en cette période-là, les chasseurs qui tirent les gibiers, ils profitaient de se mettre en affût. Dès que le chasseur avait tiré, l'oiseau tombe au sol, le serpent va le chercher et rentre dans son terrier. Ça veut dire qu'ils ont cerné qu'il y avait il y avait un Il y a mouvement un mouvement, qui se tout à créait, fait. qui était profitable pour eux, Pour eux, pour tout à récupérer. Donc ça veut dire qu'ils font le lien entre le fait qu'il y a une présence humaine qui va ouais. chasser et que ce bruit du fusil, enfin, parce qu'il faut quand même se trouver au bon endroit. Il faut qu'il se Ouais, trouve tout au à bon fait. endroit où l'oiseau Va tomber, c'est-à-dire c'est à qui bonheur la chance. Alors, ils se mettent en affût et c'est l'animal qui se bat pas avec un autre
pour dire c'est ma proie. Non, chaque personne, chaque animal reste dans son coin et attend. C'est les bêtes qui sont très calmes, qui, disons, patients, très patients, et ils attendent. Alors ça peut tomber chez le voisin. Admettons 4 serpents, eh ben, ils ne vont pas se battre comme une poule pour un maillet. Mhm. Donc, dans un petit périmètre, on peut trouver plusieurs serpents, parce Oui, qu'ils sont assez solitaires. Ils sont assez solitaires, mais on peut trouver plusieurs serpents dans un petit périmètre. Mais ils ne vont pas se battre pour un gibier. C'est celui qui l'a, il l'a. Et celui qui l'a ne va pas faire la voracité pour avoir 2, 3 autres. Alors, il a eu son gibier, il va se retirer. Et les autres vont attendre. C'est des bêtes qui sont assez caractérielles, qui ont une façon de fonctionner qui est très stricte entre eux déjà, et que moi, personnellement, j'adore. Ça donne une leçon de vie par rapport à nous. Mais justement, cette leçon de vie, donc ils nous apprennent quoi? À être patient, à ne pas être gourmand. Qu'est-ce qu'ils Tout nous à fait. apprennent? Être patient et effectivement pas être gourmand. En revanche, pour ceux des peuples amérindiens qui ont une grosse culture sur eux, c'est très strict au point que les Amérindiens ont tendance à vivre vraiment comme eux. S'ils arrivent à ne pas franchir, comme je veux dire, une montagne, là, comme le serpent le fait, ils se suicident. Et chez les Amérindiens, on n'a peut-être pas fait le lien. Et aussi, quand ils ont un problème, eh ben, ils se donnent la mort pour pouvoir... Comment ça? Alors que le serpent se suicide s'il n'arrive pas à franchir Oui, un obstacle ou... Un obstacle, oui. Par exemple, vous mettez un serpent en cage, c'est une bête tellement qui aime vivre dehors. S'il voit qu'il il n'est pas bien, son environnement vivarium ou quelle que soit la façon qu'on lui donne, il voit surtout le nôtre, les vipères, il sent qu'il n'est pas bien où qu'il est, eh bien, il ne va pas manger, il ne va pas boire, il va se laisser mourir. D'accord. Alors, ce sont des bêtes assez spéciales, au point que c'est pourquoi je redis, les gens qui l'ont examiné énormément, les Amérindiens d'Amérique du Sud, ont les mêmes traits et contribuent à avoir une existence comme eux. Et donc on a constaté effectivement qu'il y avait cette capacité, enfin je vais pas dire capacité, facilité, mais le fait de se suicider chez les Amérindiens, c'était une façon de fuir. Pas tout à fait fuir, c'est-à-dire en contraire, prendre l'obstacle autrement. Alors effectivement, les chercheurs qui se sont appuyés, moi étant donné que j'ai vécu en Guyane pendant un moment, les incidents de suicide, il y en avait beaucoup. Et effectivement, j'ai fait le lien à partir du serpent. Est-ce qu'on peut dire que comme si le serpent agissait comme un totem pour ces peuples, ça veut dire qu'il s'identifie au mode de vie. C'est comme s'il y avait une sorte d'incarnation du serpent dans leur culture. Dans leur culture, oui, tout à fait. Puisque jusqu'à, je dirais, le Venezuela, Terre de Feu, Pérou, Brésil, etc., ils sont très serpents. Puisque les Mayas, il y avait les rois serpents, 1, 2, 3, etc., jusqu'à la colonisation. Et effectivement, même jusqu'à maintenant, ils n'en parlent pas beaucoup pour celui qu'on va demander, mais quand on regarde leur attitude à ce niveau-là, on verra qu'ils sont très proches de quelque chose qui les a toujours animés, même il y a des siècles en arrière. Ce ne sont pas des peuples qui sont craintifs vis-à-vis des serpents, on pourrait dire. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils ont une lecture autour du serpent. Parce qu'en Amazonie, si on laisse notre tigonocéphale un petit peu, en Amazonie, il y a beaucoup d'espèces de serpents. Et l'Amérindien a une lecture au niveau du serpent. C'est-à-dire si ça porte bonheur ou si ça porte malheur. Alors, tout dépend du serpent qu'ils vont rencontrer. Ils vont dire, tiens, même voir à se déplacer. Carrément, la tribu se déplace parce qu'il y a un serpent de tel type qui est passé. Ça veut dire mauvais présage, et bien tout le monde s'en va. Alors, comme eux, ils sont déjà nomades, moins maintenant. Mais maintenant, le fait que c'est sédentarisé, etc., ils vont faire un rituel autour parce qu'il y a eu peut-être un mauvais présage. Donc on peut imaginer que le trigonocéphale, avant la colonisation en Martinique, que les peuples premiers, les Amérindiens,
avait cette relation-là aussi, cette proximité avec le serpent, en fait. Oui, tout à fait. C'est pourquoi il y a des peuples amérindiens qui ont peut-être disparu, effectivement, qui étaient très proches du serpent, et que c'est de là que je me dis, peut-être que c'est eux qui l'ont emmené, soit étant totem, soit parce qu'ils l'ont mis dans leur bagage, etc., pour effectivement qu'ils ont leur croyance dessus. Mais là, bonjour, il faudra vraiment remonter à des recherches assez spéciales. Oui, c'est ça, parce que nous, concrètement, et c'est normal, on en a peur parce que sa morsure est mortelle. Et mortelle, oui. Et quand on se fait mordre... Alors, avant de parler de morsure, je me promène sur le mont de l'Archer ou quelque part dans la forêt sur la trace des Jésuites. Il y a un trigonocéphale qui passe devant moi. Qu'est-ce que je fais? Ou bien il est là. Qu'est-ce que je fais? Alors effectivement, quand on le rencontre, soit c'est faire du bruit, puisqu'on ne peut pas, admettons, surtout la trace des Jésuites, le faire à l'envers à nouveau et on est déjà presque arrivé. Alors on fait du bruit. Et alors le raisonnement au sol, ils sont très perceptibles du bruit. À ce moment-là, il va se déplacer. Je fais du bruit comment? Si je n'ai pas de bâton? Non, vous tapez le sol avec les pieds. Alors, dès qu'il va entendre ce bruit-là, l'écho qui va être reçu par lui, puisqu'il a les oreilles internes. Alors, il ressent tout ce qui vient du sol, puisqu'il est très près du sol. Alors, il va le ressentir. Il ressent les vibrations? Il va ressentir les vibrations. Là, certainement, il va regarder dans votre direction et il va s'en aller. Il ne va pas chercher, il va se redresser et là, vous tapez des mains, des pieds et il va s'en aller. Mais est-ce que le fait justement de faire un mouvement brusque, il ne va pas penser que je vais l'attaquer et donc il ne va pas essayer de m'attaquer? Alors, tout dépend de sa taille. Il faut lui donner aussi je dirais son mauvais côté, parce qu'il a son côté sécurité. Une fois qu'on passe son cadre de sécurité, c'est sûr, il va attaquer. Alors, si effectivement il s'était mis en torche, bon, alors en torche, c'est une façon de se mettre en sécurité, parce qu'il ne voudrait pas laisser traîner sa queue. Se mettre en torche, c'est-à-dire qu'il... Il se met en boule, il s'enroule sur lui-même. Alors, admettons qu'il fasse 1 mètre, il va ramener sa queue près de sa tête, on va dire au plus près. Alors, il a fait une torche. Là, il s'est mis en sécurité. Alors, comme ça, il peut voir à 360. Et quand il est en torche, ça veut dire que c'est pas une position d'attaque, C'est pas tout à fait. C'est plus facile pour lui d'attaquer. Plus facile puisqu'il s'est mis en sécurité. Alors comme ça, c'est comme si nous on se met à genoux, autant pour moi accroupi. On se met accroupi, de sorte que si on est attaqué, on peut filer tout de suite. Alors lui aussi, il se met de façon pour si au cas où il y a un souci, il peut filer aussi vite. Alors étant donné c'est un chasseur né. Alors il a déjà cette pratique-là déjà depuis la naissance. Une façon de autant se défendre, mais autant récupérer une proie. D'accord. Et est-ce que si par exemple, si je tombe sur un serpent qui est en face de moi, je cours dans l'autre sens aussi? Je peux faire ça ou c'est... Courir dans l'autre sens. Au lieu de taper du pied. Oui, c'est une façon de prendre ses jambes à son cou. Oui. Mais si on a des kilomètres à faire, non. Oui. Si on a un bâton, on peut encore taper auprès de lui, il va faire marche arrière parce qu'il va vous regarder. Si je tape auprès de lui, normalement, il va s'éloigner du bâton. Oui, mais c'est de plus souvent que rarement, c'est très rare. Parce que souvent, déjà, par rapport à... Déjà, on transpire, on met des parfums, il nous a déjà repérés. Et là, c'est vraiment, il s'endort, il est dans un bon soleil et en plus un bon sommeil. Il va effectivement oublier. Mais nous qui arrivons auprès de lui, à ce moment-là, bon, il faut faire un petit peu attention. Mais garder sa distance. Puisque là, souvent, il fait marche arrière. Si on le rencontre là, comme ça, là, sur la route, il est de travers, parce qu'il traverse, ben, on le laisse faire ses affaires. Et comment il prend notre odeur? Il a pourtant, oui, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Il a sa langue bifique. C'est ça, il prend l'odeur par sa langue? Par sa langue. Il va analyser cette odeur-là. Alors, sa langue, ça lui fait aussi effet d'oreille. C'est l'émetteur. Alors, émetteur-récepteur, effectivement, sa langue est doublée. Alors, c'est pourquoi on dit langue bifibre. Il a 2 petites fibres sur les côtés. Et là, ça fait comme une antenne. Il met ça à l'extérieur. Il fait rentrer, il y a un récepteur et il analyse. Et c'est pourquoi il prend beaucoup de temps.
pour pouvoir, comment dirais-je, régler l'information, de savoir ce qui se passe. Parce que justement, une fois, il y avait, je sais plus c'était quoi comme serpent que tu m'avais montré dans, je sais pas comment l'appeler, hein, tu l'appelles l'hôtel, hein, l'hôtel des serpents chez toi. Et en fait, c'était une couleuvre, voilà. Une couleuvre, oui. Une couleuvre. Et quand je la tenais, je voyais que sa langue était en train de passer sur tout, enfin, mon visage et tout. Et en fait, elle est en train de récupérer des informations. Tout à fait. Il s'informe. C'était ça. Oui, tout à fait. D'accord. Et pour voir si éventuellement il y a un danger aussi. Aussi, tout à fait. C'est déjà la couleuvre est un petit peu plus passif que le trigono, largement, puisqu'on peut le manier, on peut le tenir. Là, c'est un serpent des blés. Et effectivement, connaissant pas la personne, est-ce que c'est une personne proche de l'autre personne, puisque effectivement, dans le courant de la journée, avec le sens du vent, etc., les parfums peuvent se rencontrer. Et à ce moment-là, il va dire, tiens, cette personne-là, c'est une personne dont il connaît. D'accord. Alors, effectivement, il peut faire confiance. Mais s'il ne fait pas confiance, il va tourner dans tous les sens pour vouloir s'échapper. D'accord. Alors, pourquoi, en général, on trouve des serpents dans les habitations? Qu'est-ce qui fait que on va en trouver dans des endroits très bruyants, comme des résidences, ou même des cités? Pourquoi ils quittent la forêt où ils sont tranquilles, hein, où ils sont moins susceptibles de se faire chasser, attaquer? Pourquoi ils descendent? Je dirais que c'est le pouvoir de l'estomac. On a toujours besoin de manger. Donc c'est la nourriture qui les fait se rapprocher des habitations. Parce que la nourriture, comme on dit, certains rongeurs, les souris, il faut les nommer, souris et rats, se rapprochent des humains, qui est plus facile. Il y a toujours une miette qui va traîner. Et à ce moment-là, notre copain trigonocéphale a besoin de manger aussi. Alors effectivement, il les suit. Alors, souvent, on trouve les rats en campagne. Les rats, on ne les voit pas, effectivement, mais ils sont sous terre. Parce que c'est des bêtes qui fuient le soleil, qui ne sont pas dehors, contrairement au trigonocéphale qui va prendre du soleil. Mais une fois qu'ils sont dehors, effectivement, qu'ils se rapprochent des habitations, c'est sûr. Qui dit rat va dire, admettons, un fruitier, un bananier, le rat sera content de trouver ce bananier-là. Eh bien, le serpent va se rapprocher. Donc, si on a des arbres fruitiers, on dit que les maracujas aussi attirent beaucoup les rats. Donc, plus on aura des arbres fruitiers, plus on aura des bêtes comme des rats. Et donc, on peut être presque sûr qu'il y a des serpents qui rôdent dans les parages. Tout à fait. Alors, des fois, en faisant le rapprochement, je dis que le serpent vient protéger l'arbre, le fruitier ou le bananier. Bon, malheureusement, l'inculcation sous l'île était très différente. Même si on remonte un petit peu à l'esclavage avec les plantations de canne, il y avait beaucoup de rats dans les champs. Ce qui fait, le serpent se sent à l'aise, il n'a pas besoin de beaucoup de se déplacer, il restait dans le champ. Dans la journée, effectivement, il y avait l'accident. Mais si, entre colons, surtout les colons, puisque c'est eux ce qui dirigeaient leur habitation, avaient vu le serpent autrement, il y aurait peut-être eu moins d'accidents. Ouais. Même jusqu'à maintenant, dans les passages de Cannes, il y a moins d'accidents qu'auparavant, c'est sûr. Mais à l'époque, tout comme maintenant, ce sont les rats. Les rats aiment la canne. Bon, bien sûr, on a changé l'espèce de canne, on a mis des cannes un peu plus dures, mais les rats sont toujours là. Alors, ce qui fait, le serpent vient après son rat, tout terminé. Il ne vient pas manger la canne, il ne vient pas absolument blesser celui qui va passer dans la canne. C'est l'accident. Alors, si on le considère autrement, on pourrait même dire que bon, c'est parce qu'il est très dangereux, effectivement. Mais si on lui donne son côté de chasseur, il y aurait eu du monde comme ça s'est arrivé. Ils ont ramené les Indiens en pensant que les Indiens auraient pu, mais ce n'est pas le même serpent que le cobra. Le cobra, il est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus facile à manipuler que notre serpent qui arrive vraiment, qu'on n'a pas détruit. Il arrive à 3 mètres. Et le cobra arrive à 3 mètres en très peu de temps. 2,50 m, 3 mètres en très peu de temps. Mais notre trigonocéphale, il prend beaucoup plus de temps pour arriver à 3 mètres.
Alors, ce qui veut dire, même ceux qui sont habitués, comme les Indiens d'époque, même les Indiens de maintenant en Inde, travaillent beaucoup plus sur le cobra, qui est plus facile à gérer à cause de sa taille. Mais ici, oui, d'accord, oui. un trigonocéphale, pour pouvoir le tenir, on ne va pas le tenir à la main facilement. Oui, justement, parce que, alors, justement, c'est une bonne transition, parce que quand tu les captures, alors, un serpent a plusieurs fonctions. On va dire qu'il rend service de par le fait que tu l'utilises pour former les pompiers. C'est ça? Oui. Donc, quand tu captures un trigonocéphale, il devient formateur. Oui, il devient formateur. Ouais. À l'utilité, l'agréable. Voilà. Combien de temps à peu près tu gardes un serpent en captivité pour les besoins de formation? Alors, j'ai déjà gardé des serpents, grosso modo, 1 année. Ah, quand même, d'accord. Il s'est bien adapté parce que des fois, au bout de 3 semaines, si je vois que son comportement a vraiment changé, je préfère le lâcher. Mais des fois, il joue le jeu. Il est assez réceptif et des fois, effectivement, j'ai déjà gardé des serpents, grosso modo, 1 année. Ça veut dire que plusieurs fois dans une année, il va ressentir la pince qui le prend, il va être mis dans un sac et malgré ça, il accepte parce que c'est pas tous qui acceptent. Il y en a qui sont très agressifs, effectivement. Avec 1 année, j'ai pas besoin de la pince à ce moment-là. Je ne le prends pas à la main non plus. Mais je peux le prendre avec le crochet. Et effectivement, il y a même des gens qui me disent que, tiens, le serpent, comment on va dire ça, a été dressé. Mais le serpent se laisse faire. Il se laisse faire parce qu'il fait confiance à celui qui est à côté de lui. Alors effectivement, des serpents comme ça, lors des manifestations, ou plutôt l'entraînement avec les pompiers, c'est beaucoup plus serein. Alors à ce moment-là, comme je demande assez souvent de ne pas trop le pincer parce qu'ils sont très fragiles, ça risque de casser leurs os. Oui, parce que quand on les attrape, en fait, il faut les tenir au niveau de la tête, c'est ça? Oui, tout à fait. On le tient au niveau de la tête parce qu'il va se débattre. Déjà, n'importe quel serpent qu'on va rencontrer dans la nature, déjà, si on le tient au niveau de la tête, déjà, c'est pas en sécurité pour nous. Parce que si on le tient au milieu, il va aller chercher celui qui le tient. Oui, et il va répondre par un coup de dent. Alors, effectivement, il ne mord pas comme un chien, mais il va mettre les 2 seringues qu'il a au bout avec son venin, toutes ses bactéries, etc. Et il va vous faire un beau cadeau. Alors oui, justement, parce que le trigonocéphale, sa particularité, on l'appelle trigono parce qu'il a une tête un peu en triangle. Ouais. Et qu'est-ce qui crée cette forme triangulaire? Alors, ce qui forme, c'est déjà les 2 poches à venin qu'il a pratiquement en dessous des yeux. Effectivement, c'est pourquoi on voit que forme... On va dire, qui dit triangle dit danger, comme le code de la route. Hein, ouais. Ça n'a pas été sorcier de pouvoir mettre des panneaux danger, surtout tous les panneaux danger, vous voyez, ils sont en forme de triangle. Et effectivement, le trigonocéphale avec sa tête en triangle, et ça veut dire danger déjà. Donc il a 2 poches à venin, et quand il mord, donc il a ces deux dents seringues, ouais. Et il vide les 2 poches. Alors, il ne les vide pas. Il est très conservateur. Ah, alors il est patient, il est conservateur. Exact. Il a tous les bons défauts. Contrairement à un humain qui est impatient, qui ne va pas attendre 1 mois pour pouvoir manger. Moi non plus, je n'aurais pas attendu. Ah oui, il est économe aussi, c'est vrai. Tout à fait. Et, on a beaucoup à apprendre d'eux. Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Et moi, je dirais que si je connais une page, il reste encore une bonne vingtaine. Alors, il y a encore à connaître. D'accord. Donc, oui, on disait oui. Alors, au niveau de la poche à venin qui rend sa tête spéciale triangulaire, qui veut dire déjà, si on rencontre la famille des vipères, trigonocéphales ou autres vipères, sont tous venimeux. Et effectivement, son caractéristique, c'est d'avoir la tête triangulaire à cause des poches à venin. Voilà, et tu disais que donc il met pas tout ce qu'il a, tout ce que ses poches contiennent. Il dose. Il dose, puisque ça peut être, il peut démarrer si c'est un adulte avec ses 2 dents, c'est vrai qu'il va faire l'impact, mais c'est une seule poche à venin qu'il a utilisée. Et tu sais combien de temps ça prend pour renouveler son venin? Très peu de temps. Très peu de temps, c'est-à-dire
Il a déjà du stock, mais je vais prendre un exemple tout basique. Quand on fait du prélèvement, en 3 semaines, il a déjà régénéré du venin. Alors oui, justement, voilà sa deuxième fonction. Donc, il est formateur et il crée aussi, bien sûr, vu qu'il est mort, il faut bien qu'il aide qu'il nous aide dans un sens. C'est toi qui les amène au CHUM, Ouais. au centre hospitalier universitaire de Martinique, pour ceux qui nous écoutent mais qui ne sont pas d'ici. Et donc tu amènes les serpents et c'est toi qui récupères le venin. Oui, tout à fait. C'est moi qui fais la manipulation avec mes deux complices médecins, docteur Ezia, si je peux le nommer, et Jonathan. Effectivement, on récupère ce venin-là est récupéré pour bien sûr faire les différents antidotes et d'autres médicaments à partir de ce venin-là. Et en fait, toi, tu récupères le venin, c'est toi qui le récupères? Ouais. Et comment tu as appris à faire ça? Eh ben, j'ai appris parce que j'ai regardé les autres et ça m'a passionné. Ça, c'était un plus pour moi de voir que la façon que certaines personnes faisaient, de récupérer ce venin-là, qui est un bel atout, un bon produit finalement dans l'espèce humaine, qui finalement on est amené à être intelligent. Pourquoi ne pas l'utiliser pour d'autres effets? Un peu comme l'abeille. L'abeille, le venin n'est pas récupéré, bien sûr, puisque sauf certains endroits. Sauf certains endroits, je ne vais pas dire de bêtises, ou bien dire, parce que les Chinois, les Chinois ainsi que tout à côté de la Chine, tout ce bassin-là, ne laissent pas passer les insectes s'ils n'ont pas examiné pour voir s'il n'y a pas quelque chose à en tirer. Ils sont plus curieux. Ils sont beaucoup plus curieux. Oui. Et effectivement, l'abeille, on n'utilise pas son venin, seulement les Asiatiques. On utilise son vomi qui est le miel, qui donne le miel. Oui, parce que, contrairement à l'abeille, on n'utilise pas son venin. Quand l'abeille pique quelqu'un, c'est avec son dard, il laisse sa poche à venin, justement, et qui est des fois nocif pour nous, parce que quand on se fait piquer, on a tendance à tenir la poche à venin et on vide cette poche à venin-là. Au lieu de le chasser, le faire sortir avec au moins une lame. Mais du coup, mais comment tu fais pour récupérer? Est-ce que tu arriverais à expliquer comment tu récupères le venin? Est-ce que déjà il faut endormir le serpent ou est-ce on a plusieurs méthodes parce que tout au début on n'endormait pas. Alors effectivement on le prend, il faut être quand même très habile et effectivement on l'excite de façon il va toujours ouvrir la gueule. C'est une bête avec le réflexe, il va ouvrir la gueule et il y a un réceptacle. Et on le fait cracher. Effectivement, on l'accélère en plus, puisque le fait qu'il ne soit pas endormi, on l'accélère. Déjà, dès qu'il serre quelque chose, il va cracher. Et là, on l'aide. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est pas un prélèvement avec une seringue où on prend pas dans ses poches. Il faut le faire, il faut le mettre dans une situation d'attaque. D'attaque, tout à fait. D'accord. Alors, et il crache dans un réceptacle. Et effectivement, quand il a pratiquement tout craché, puisque là, c'est artificiel, on le fait cracher. Alors, effectivement, dans 3 semaines, grosso modo, il va refaire son stock. D'accord. Donc, en Martinique, normalement, on a un stock assez intéressant. Puisque déjà, on peut avoir des morsures à n'importe quel moment. Il faut que l'hôpital soit toujours prêt à travailler, justement, auprès des gens qui ont été mordus. Bien sûr, il y a des soigneurs, il ne faut pas oublier, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a encore des soigneurs avec les plantes. Oui. Mais malheureusement, dans le contexte pharmacopée qui n'est pas très bien reconnu, mais qui fonctionne largement. D'accord. Donc on a l'option de l'antidote à l'hôpital et de certaines personnes qui guérissent avec des feuilles plantes, et qui ont d'aussi bons résultats que l'antidote. Tout à fait. D'accord. Les deux sont bons. Donc la nature a tout mis, voilà. Donc il y a l'attaque, mais et puis pour le coup on a 2 solutions quand même, le serpent lui-même et les feuilles et la nature. Oui, puisque auparavant, même dans le Code noir,
c'était les Noirs, les esclaves, qui savaient pratiquer, connaissaient les plantes, qui devaient sortir pour aller justement soigner ceux qui avaient été mordus dans les champs de canne. Alors, on voit qu'il y avait déjà, depuis même que les Noirs qui sont venus étant qu'esclaves, avaient déjà une grosse connaissance sur les morsures, parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont des serpents venimeux chez eux. Il y en a pas mal. Ils en ont pas mal. Notre fameux mamba noir, c'est déjà chez eux, la vipère du Gabon. Il y en a pas mal aussi. Oui, donc alors, je cite ce qui me vient en tête, mais déjà les serpents les plus venimeux, qui est le mamba, ainsi que la vipère du Gabon. C'est vrai, donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les Africains qui ont été mis en esclavage, qui ont été déportés, nos ancêtres, ils sont venus avec leurs connaissances, et que ce soit médicales ou autres, et ça s'est mélangé aussi avec les connaissances des Amérindiens. Donc eux-mêmes, ils pouvaient se guérir. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ils ne craignaient pas. Ils ne craignaient pas. Enfin, c'était pas un environnement qui était si étranger pour eux finalement à ce niveau-là. Tout à fait. Et il y a la possibilité aussi de guérir certaines maladies avec l'antidote, c'est ça? Pas tout à fait l'antidote, c'est avec le venin qui sera, je dirais, partagé. Avec le venin, oui. Ouais, partagé, c'est-à-dire, bon, dans les recherches, par exemple, je vais citer le docteur Rizia et son équipe, qui va se partager à la fois ce venin-là pour les morsures, et puis, bien sûr, heureusement, tout le monde est au boulot, les techniciens, les chercheurs, etc., tout autour, récupèrent du venin pour pouvoir travailler sur les traitements de certains cancers et ralentir certains cancers. Bon, jusqu'ici, on n'a pas encore trouvé la petite goutte qui nous a permis de vivre, de ne pas mourir. Mais il y a des résultats, en tout cas, pour soigner les cancers avec le venin. Oui, tout à fait. Avec différents venins. Tout à fait. Alors qu'ici, qu'en Amérique du Sud, qu'en Martinique, en Amérique du Sud, même voire en Afrique, et ils travaillent beaucoup là-dessus. Et même voire dans le cosmétique. Aussi. Tu sais à quelle fin, en fait Le cosmétique, il est utilisé beaucoup pour pouvoir les antirides. Surtout pour les gens qui ont tendance à froisser. Bon, ça ne nous concerne pas trop sur les Antilles, puisque heureusement notre métissage nous permet d'avoir jusqu'à même voir 70 ans avant voir des plis. À froisser. Nos homologues, nos voisins d'Europe ont tendance à froisser un petit peu. Ils arrivent à avoir des rides pour garder la beauté. Et ils retournent à notre fameux serpent qui, soi-disant, qui nous a mis dans le péché. Ah, d'accord. Donc, en fait, on fabrique des produits antirides à base de venin. À partir de venin, oui, tout à fait. Mais il nous rend pas mal de services quand même, hein, ce serpent venimeux qui nous effraie tant. Et aussi, il arrive à nous prévenir, si on observe bien, il prévient de certaines catastrophes. Oui, tout à fait. Lesquelles? Alors, pratiquement, par exemple, le plus facile pour eux, moi, je jette vraiment un grand coup d'œil là-dessus, c'est par exemple les séismes. Alors, dès qu'on les voit s'agiter, effectivement, c'est qu'il va se passer, surtout comme ils sont au sol. Ils sont souvent dans les trous, ils sont vraiment, c'est leur communication. Alors, leur écoute, effectivement, ça permet une fois qu'ils sortent du sol, surtout nous sommes sur une île volcanique, quel qu'il soit à Sainte-Anne, à Grand-Rivière, notre sol, il est toujours plus chaud que les continents, certains endroits du continent. Puisque, pour ne pas dire, par exemple, dans les hauteurs Costa Rica, où ils ont, je crois, 365, il y a autant de volcans que de jours sur le calendrier. Ça, c'est un endroit, pourtant, qui ne bouge pas beaucoup. Mais contrairement, nous, aux Antilles, on est entre deux charnières qui bougent déjà magmatiques et kryptoniques. Alors, eux, ils arrivent à ressentir ça. Mais ça, en fait, il faut être entouré de serpents, finalement, pour pouvoir les utiliser comme avertisseurs, on va dire. Ben oui, pour celui qui a l'œil, je dirais comme moi, qui observe beaucoup, qui a pris un référent, finalement, depuis un moment. Alors, effectivement, c'est mon référent
même au niveau, par exemple, des mauvais temps. Alors, effectivement, nous sommes dans les mois de mousson, et le serpent a tendance, que, quand les pluies arrivent, ils sortent aussi. Alors, ils se mettent à l'abri, ils sortent des rivières. Ah, donc quand les va sortir des rivières, ça signale qu'il y aura de grosses crues. Qu'il y aura de grosses pluies, ouais. D'accord. Et de crues en même temps, ouais. Mais ils sont dans les rivières, ils restent sur les rochers dans les rivières ou bien ils sont carrément dans l'eau? Alors, des fois, ils se mettent dans l'eau. Donc ça veut dire qu'on peut se baigner et ne pas savoir qu'il y a un qu'il y a serpent un sous serpent un là. rocher là. Tout à fait. Ils peuvent rester sous l'eau en apnée combien de temps? Je vais même dire, il peut rester la semaine. Quoi? Ouais. D'accord. J'ai un chez moi, là, en ce moment, et ben, il s'est émergé et il est resté au moins la semaine. Parce qu'il venait de changer de peau. Il reste dans un pot d'eau. Ouais, il a changé de peau, il a mu. Et je pense que certainement, il avait eu un souci, une douleur quelconque. Alors, il s'est mis pour rafraîchir son corps dans l'eau. Et on voit que le bout de son museau. Ah, donc ça veut dire qu'il respire quand même. Oui, il respire quand même. Ah, d'accord, ok. Il n'est pas totalement Non, immergé. il est totalement, effectivement, il n'est pas tout à fait D'accord. immergé. Mais c'est là, effectivement, pour ceux qui vont se baigner dans les hauteurs, qu'est-ce qu'ils soient Gaumont, Foncené ou Carbet, ils peuvent être à côté d'un serpent. Donc en fait, il faut être vraiment très prudent quand on va, parce que souvent on se dit on se promène, on va prendre un bain et tout, et on ne pense pas à vérifier, on rentre dans l'eau, on reste là, il y a des rochers. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en fait qu'est-ce qu'il faut faire surtout quand on va dans ces Quand on va endroits-là? dans ces endroits-là, il faut savoir que déjà, on est dans un secteur de serpents. Alors bon, on ne va pas paniquer dans le sens, ah oui, un serpent, au moins petit bruit, etc. Mais quand même, il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil, ou sinon demander à des locaux pour voir de ne pas se faire estropier inutilement. Bon, les serpents, on ne cherche pas non plus à nous embêter. Ils se retirent. Mais par contre, quand la nuit arrive, pour eux, c'est les vacances. C'est-à-dire, bon, voilà, je vais me faire mes courses. Pour eux, il n'y a pas de présence humaine surtout. Ils se disent que normalement tout à la fait. nuit, il n'y a pas de présence humaine. Il n'y a pas, mais s'il y a, ils vont sortir. Ils vont sortir, à ce moment-là, il peut y avoir un incident. Parce que là, ils sont plus en faction, c'est-à-dire en affût pour la chasse. Et là, tout pied qui traîne, je vais oser dire comme ça, va être pris pour un rat. Alors, effectivement, il peut y avoir des accidents à ce niveau-là. D'accord. Justement, si notre pied est pris pour un rat, le premier réflexe à avoir, c'est il faut surtout pas faire de nœuds, enfin de garrot. Effectivement. Il faut laisser tel qui est, puisque comme avec ce serpent-là, on aura des bactéries. Alors, vaut mieux rester, si on est accompagné et on a un téléphone, bien sûr, c'est appeler le 15 pour savoir s'ils vont déplacer l'hélicoptère. S'ils ne peuvent pas le faire, ils vont appeler les pompiers. Mais en tout cas, la personne sera déjà prise en charge depuis le CHU. Il y aura du monde, le médecin va arriver, déjà avec une ampoule pour avoir une première injection, etc. La personne sera prise en charge. Et si on est seul sans téléphone? Alors, si on est seul sans téléphone, je ne vais pas dire de bêtises, mais on peut encore pouvoir alerter que ce qui est déjà arrivé, parce qu'on peut avoir un téléphone et puis plus de batterie, ni réseau, etc. Ce qui est arrivé à Font-Saint-Denis, à beaucoup de personnes ailleurs, mais je prends le cas de Font-Saint-Denis, une enseignante qui avait été mordue. Finalement, elle a marché comme elle pouvait et elle a eu, je crois, plusieurs impacts. D'après ce que j'ai entendu, et effectivement, elle s'est rapprochée des riverains. Et ce riverain-là a donné l'alerte. C'est l'hélicoptère qui était venu la chercher ce jour-là. D'accord, donc ça c'est dans le cas où on n'est pas loin des habitations. Mais si on se retrouve on est à 1h30 de marche, on est quelque part seul, l'idée c'est de marcher tranquillement, de retourner de marcher jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un, plutôt que il y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire, c'est-à-dire il n'y aura que ça à faire. Il ne faut pas courir pour activer le cœur, parce qu'à ce moment-là, on devient complice, puisque plus le cœur bat vite, plus il va pomper son sang, puisqu'il y a l'activité lui-même du sang au niveau du corps qu'il cherche à oxygéner. Alors,
le fait qu'il y a, je dirais, ce microbe, même pas un microbe, puisque c'est un venin, ce venin-là qui coagule, il mettra votre sang comme du yaourt, c'est épaissi, comme si on avait mis du citron pour certaines personnes qui savent le faire, mettre du citron dans du lait, ça va cailler, comme on dit. Ah. Alors, effectivement, c'est ce qui va se passer. Le sang va presque dire congelé. Alors, ça va faire carrément des boules, passer au niveau du cœur, ça va stopper le cœur, puisque il va à un moment être essoufflé. Alors, c'est faire le moins d'efforts que possible et voir si cette personne-là a une autre personne avec lui, c'est de le porter pour qu'il ne puisse pas avoir à bouger énormément. Parce que bon, il sait qu'il s'est fait mordre par un serpent, ok, c'est fait, on ne peut pas faire marche arrière. Et s'il a de quelqu'un, se faire porter. D'accord. En tout cas, on sait que le réflexe, c'est de trouver d'aller le plus sereinement possible, trouver un téléphone si on n'en a pas pour appeler les secours. Tout à fait. Voilà. Moi, je dirais, bon, il y a certaines personnes, agriculteurs ou autres personnes qui vivent dans les campagnes, qui des fois, ils ont leur jardin en pleine forêt, mais souvent, qui sont équipés d'un téléphone. Pas la peine de massacrer la bête. Et en même temps que la bête qui fait un effort, par exemple, de sauver un bananier parce qu'il s'est mis à l'affût au pied du bananier, parce que les souris, les rongeurs viennent, pas la peine de le massacrer. Ah, tu vas toujours leur trouver des excuses, hein. Tu es leur avocat. Hein. Je suis effectivement leur avocat. Mais je dirais, quand on arrive dans une situation je vais dire, c'est pas tout rose, quel que soit l'endroit qu'on est sur la planète. On est en Afrique, on a des lions. On va dans l'eau, on a une hippopotame. Tout près, en Amérique du Sud, en Guyane notamment, on a les jaguars. Alors, on a toujours quelque chose. On traverse la route là, sur le passage clouté, et malheureusement, la voiture, l'automobiliste qui ne fait pas attention, va percuter la personne. Voilà, malheureusement. C'est vrai. En fait, il faut qu'on comprenne que bon, c'est la nature et elle est comme elle est, les animaux. Et c'est à nous aussi de prendre nos précautions et d'être peut-être plus alerte à ce qui nous entoure, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est tellement dans une urbanisation. On est tellement habitué, on a notre mode de vie, on est moins à l'écoute de notre environnement naturel et on va peut-être prendre plus de risques. Et justement, on va aller voir on va voir certains animaux comme des dangers parce qu'on n'a pas justement ces réflexes qu'avaient peut-être certaines personnes avant de repérer, de regarder, de vérifier et de s'éloigner aussi. Oui, tout à fait. Je prends l'exemple tout simplement d'un collègue qui travaille en Guyane ces jours-ci. Il me dit, tiens, il voit un anaconda. Il me dit, ah ouais, bon, c'est panique pour lui. Il regarde les locaux en Guyane qui lui disent, la bête fait ses affaires, tant pis. Ah oui. Alors il était ébahi. Pour eux, c'est normal. Ouais, c'est normal. La bête va faire son chemin. Bon, c'est normal. Pas plus. Mais en ce sens, un anaconda peut paraître moins dangereux parce que tant qu'il ne s'approche pas de nous, parce que lui, c'est un constructeur. C'est un constructeur, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, tant qu'on le voit, on est en sécurité. Et puis même, bon, s'il sert quelqu'un, il y aura toujours des gens peut-être pour venir en aide. Voilà. Ouais. Alors que c'est vrai que le nôtre, il est peut-être plus petit, mais il attaque plus rapidement aussi. C'est pas le même rapport. C'est pas le... Non, c'est-à-dire l'anaconda, un gros anaconda, je vais dire, qui fait déjà, admettons, 60 de diamètre, là, sera plus dangereux pour quelqu'un que le nôtre, puisque le nôtre va mordre quelqu'un, quel qu'il soit, mais pas pour le consommer, c'est par accident. Alors, il va vous donner effectivement son poison, mais il ne va pas vous consommer. Tandis que l'anaconda va vous consommer. L'anaconda ou les pitons géants de l'Afrique, puisque c'est pratiquement les mêmes bêtes, le nom change, python bioma, etc. Ce sont des animaux qui peuvent attaquer un humain facilement. S'il a faim, il va dire, tiens, ça c'est un bon repas. D'accord. Alors il peut attaquer, il serre la personne, bon, vous étouffez, etc. Et puis il vous avale. D'accord. Alors toi, Rosengart, qui les connaît bien, c'est quoi une journée type d'un serpent? Est-ce que tu as repéré ce qu'ils font pendant la journée
La journée pour un serpent, Dans la c'est, forêt. admettons, en forêt, s'il y a un bon soleil, eh bien, il va se mettre au soleil. Il ne va pas dire bronzer, mais il va récupérer cette chaleur-là comme un carburant, comme un panneau solaire. Et il va, en contraire, bien dormir pour se mettre en forme pour chasser la nuit. Parce que la chasse pour lui est très difficile. Donc c'est un animal qui vit qui vit la nuit, principalement. Il vit la nuit. Il vit la nuit, il chasse plutôt la nuit, puisque il est plutôt nocturne que le contraire. On va le rencontrer dans la journée dans une savane, posé, parce qu'il a une tache de soleil qui arrive à ce niveau-là et il va profiter de le prendre, soit dans la savane, soit dans un arbre. Il va se mettre de façon à récupérer le maximum de soleil. D'accord. Et quand il reste comme ça la journée, en général, il est exposé sur des rochers ou la savane, peu importe. Donc quand il dort, en général, il est pas dangereux. Ah si, il est toujours sur ses gardes. Hein. Il est toujours sur ses gardes. Je prends pour exemple un couple justement qui passait à Volseny auprès de comment dirais-je, le terrain familial et qui me demandait de filmer l'intérieur parce que il y avait, comment ça s'appelle, un beau coucher de soleil, justement, c'était un après-midi. J'ai refusé l'accès parce que je craignais et j'étais sûr, et effectivement, le fait de craindre, exactement, c'est ce qui s'est passé. Il y avait des serpents dans la savane. Alors, moi, je dirais, ils me connaissent pas à 100%, mais ils connaissent la personne qui est sur ce terrain-là. Mais si un étranger, effectivement, qui ne sont pas habitués, ils pouvaient effectivement avoir une blessure. Parce que c'est un animal qui réagit un peu comme un chien. Il n'aboie pas, il va vous faire un bruit avec sa queue. Attention, je suis là, ne montez pas sur moi. Mais la personne qui ne connaît pas à 100% la campagne, qui serait déjà en confiance parce que je lui ai dit, d'accord, vous pouvez faire votre film, serait effectivement mordu. Alors j'ai eu le réflexe de dire aux personnes non, de ne pas venir. Effectivement, ils n'avaient pas compris parce que certainement, à un moment, quand je les ai dit, vous n'êtes pas habillés, c'est parce que ils étaient en short. Bon, c'était pas ça le problème, mais déjà, ils n'avaient pas un pantalon ni bottes. Alors au moins, avec la botte et le pantalon, il y aurait eu moins d'effet de chaleur. Et déjà, le fait de ressentir, parce que la bête, il vous sent, il sent le parfum, etc. Et à ce moment-là, va dire, ah non, c'est pas celui que je suis habitué, et c'est un étranger, je vais le frapper. D'accord, donc ils ont ce côté familier. Ils ont Il y a ce des côté environnements familier, tout à fait. Ils reconnaissent leur environnement. D'accord. Oui, tout un chacun qui a un serpent chez lui, je dirais, un étranger va arriver, le serpent va se redresser. Tandis que même quand la personne ne l'a jamais vu, parce que des fois le serpent peut se mettre à l'entrée de votre porte, pourtant le propriétaire ne l'a jamais vu. Et quand il arrive, dès qu'il arrive, il dépose sa voiture, le serpent s'en va. Et lui, il n'a jamais vu le serpent. Et tous les jours, ça peut être comme ça. Exactement. Et il vit là. Et il vit là. Parce que déjà, il a sa nourriture. Et en plus, le fait peut-être auprès de la porte, il y a le soleil qui arrive là en après-midi ou en matin, jusqu'à, je dirais, 11 heures. Midi, il ne va pas être trop dans le soleil parce qu'il fait très chaud. C'est un pic auquel il fait chaud. Il va revenir peut-être vers 15 heures. Et en plus, si vous avez une sortie de cette heure-là, ben ça l'arrange. Il arrive à se caler comme un animal domestique. Il connaît les habitudes des gens qui habitent là où il loge lui aussi. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient vous dire, vous témoigner que un serpent, j'habite tel endroit, un serpent, il fait le va-et-vient, pourtant j'entends le bruit, parce que le grincement, il a peut-être même pas vu, ou sinon il a vu la queue, et puis voilà. Et à ce stade, il est comme un animal de compagnie. D'accord. Ouais. Rosengard, on sent bien, enfin en tout cas je sens bien que tu es proche de cet animal. Est-ce que d'une certaine manière tu t'identifies à lui? Est-ce que tu ressens des similarités, puisque tu nous as fait part tout à l'heure du fait que c'est un animal qui avait des qualités? Et quel est ton ressenti personnel, on va dire intime, avec cet animal?
Oui, effectivement, il faut dire j'ai cherché à le découvrir. Finalement, je crois que je pouvais même dire on a été liés pour quelque chose. Et même voir avec le temps, je dis, tiens, les bêtes m'ont choisi pour être le représentant. Parce qu'eux, ils ne parlent pas. Et moi, même si je ne parle pas beaucoup, mais si on me tend le micro, je vais passer la journée, même voir le lendemain, pour pouvoir parler de serpents. Et effectivement, de pouvoir les représenter, pas étant que l'animal le plus agressif qui existe. Si on regarde les statistiques, les moustiques font plus de dégâts que le serpent lui-même. Avec le paludisme. Avec le palu, tous les Pandémique. microbes qu'on a eus C'est tous vrai. les temps derniers, quel qu'il soit Afrique, Europe, le moustique, il fait des dégâts. Et tandis que le serpent ne fait pas autant de dégâts. Effectivement, le serpent avait sauvé, je ne veux pas dire tout à fait sauvé, puisque les explorateurs qui étaient venus en Martinique, je ne me rappelle pas de l'année, mais ça se parle beaucoup, tellement que le pêcheur a eu un quartier qu'on appelle un couleuvre. Et d'après le capitaine, les serpents les a accueillis. Alors, qui dit serpent, quand vous voyez un serpent, vous n'allez pas mettre le pied. Quel qu'il soit couleuvre ou autre, dès que c'est serpent, vous n'allez pas mettre le pied. Et effectivement, ils n'ont pas pu débarquer parce qu'ils ont vu des serpents. Alors, je pense que dans ce cas-là, il y a un truc qui s'est passé parce que les serpents n'ont pas tendance à venir vers les humains. Des fois, sauf par accident, qui m'est déjà arrivé aussi. Et effectivement, c'était pour leur dire qu'il y avait un problème. Que s'ils débarquaient, ils pouvaient avoir un problème. Pas avec eux, mais avec la montagne. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'ils sont descendus, parce qu'il y avait un souci en quelque part. Alors, je prends l'exemple de quelque chose qui m'est arrivé. Un serpent est venu sur moi, sur la propriété familiale, un matin, vraiment un petit peu fâché. Alors, fâché, c'est-à-dire hein? Oui, c'est-à-dire fâché, c'est la bête qui est en actif. Tu sentais qu'il était nerveux. Il était nerveux, qui est venu vers moi, effectivement, pour m'empêcher de passer. Alors j'ai reculé, effectivement, et c'est une branche, c'est un arbre qui lâchait une branche. Il y avait un arbre où que je devais passer, il y avait une grosse branche qui cédait. Et si j'étais passé, si vous n'avez pas eu le serpent, je serais certainement blessé à cause de cette branche-là. Vous voyez, vous êtes sur votre terrain à 2 heures du matin et vous vous êtes tapé par quelque chose. Et là, c'est sûr et certain, vu le poids, la hauteur, le poids, c'est sûr et certain, je serais KO. Donc, en fait, c'est vraiment un animal sensible. Très sensible. Il est très sensible et parce qu'on n'aurait pas imaginé qu'il puisse créer une telle proximité avec un humain, par exemple. Absolument. Surtout à l'état sauvage. Exact. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver. Beaucoup, même quel qu'ils soient en campagne ou ailleurs, sur d'autres départements, pourraient dire, tiens, un serpent m'a fait ci, à part bien sûr à être mordu. Mais des fois, même je dis mordu avec sourire parce que maintenant on arrive mieux à travailler, mais quand vous êtes mordu, eh bien, vous avez fait connaissance de beaucoup de personnes. Mais est-ce que aussi, parce que ce sont des animaux qui ressentent beaucoup les énergies, les vibrations, donc ils ont compris que tu étais leur allié, on va dire, parce qu'ils ne t'ont jamais attaqué. Bon, après, tu ne prends pas de risque non plus. Exact. Mais le fait que tu dises que sur ton terrain, un serpent est venu, finalement, en tout cas, ça coïncidait avec le fait qu'une branche allait tomber. Ouais. Ça veut dire qu'il a vraiment cerné que non seulement tu étais le propriétaire du lieu, que tu vivais là, que vous viviez, en fait, que vous viviez en partage, c'est ça. Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, il m'a prévenu. Il m'a prévenu, étant que serpent, on va dire, bon, serpent, c'est danger. Oui, effectivement, on peut considérer ça. Attention, on fait marche arrière. Et effectivement, la branche est tombée. Alors, tout comme les explorateurs, la quantité de serpents qui est venue vers la plage pour les empêcher de descendre à terre, et certainement, qui est-ce qui était derrière? C'est le volcan. On a pu corroborer qu'il y avait une éruption en même temps. Alors, je ne sais pas s'il y a eu soit un séisme ou une coulée de lave ou un truc comme ça à cette époque-là. Je ne crois pas que ça ait été remonté, puisqu'ils n'ont pas pu redescendre du bateau. Ils ne sont pas descendus du bateau. Ils ont contourné l'île.
Mais effectivement, j'ai pas fait de recherche. Personnellement, j'ai pas fait de recherche pour savoir s'il y avait eu un souci. Alors, mais je pense qu'il y avait un souci. Donc, est-ce qu'on peut dire que si jamais tout d'un coup on voit plein de serpents descendre des mornes et tout, peut être sûr qu'il y a quelque chose de grave qui va arriver, Oui, ou un séisme, ou, tout à fait. ou une éruption. Une éruption, ou effectivement beaucoup d'eau, par exemple. Ah Aussi, oui, on l'eau a, aussi. par exemple, c'est pas moi. Bon, maintenant, on a la technique, parce qu'on sait en amont, même avant la naissance Oui, des cyclones, mais à etc. l'époque où il n'y avait pas... Mais même avec ça, quand peut-être vous écoutez la radio, on dit tiens, un ouragan arrive à terre, et puis vous voyez que le phénomène sur l'île, autant Ravet, autant Serpent, et ils n'entendent pas comment ils ont su. Alors, on arrive à coïncider qu'il y a quelque chose qui se passe en voyant la façon que ces animaux-là réceptionnent les mouvements autant du sol, autant comment on va dire ça, de la pression atmosphérique. Et oui, justement, une fois, tu avais observé sur ton terrain, je crois, que plusieurs serpents s'étaient levés en même temps. Enfin, ils avaient la tête Ouais, la tête en surélevée. l'air, ouais. Et tu t'étais posé la question de... Tu t'étais dit qu'il y avait sûrement un séisme qui allait avoir lieu en Martinique. Ouais, et finalement, ça n'avait pas eu lieu en Martinique, c'est ça? Oui, là, bon, effectivement, à force de les regarder, chercher, de trouver les meilleures parades, de voir effectivement leur attitude d'avoir la tête en l'air, alors que j'appelle ça, quand il y en a plusieurs côte à côte, même dans la savane, ils ont la tête en l'air, pour moi, c'est une façon de communiquer. Alors, autant celui qui se fait, je dirais, tuer, celui qui a été en quelque part, peut-être effectivement, gardeur bananier, et puis le propriétaire du bananier, bien sûr, l'a sabré. Il y a un côté, comment on va dire ça, avec la télépathie qui concerne qu'eux, qui va dire, bon voilà, j'ai été tué, s'il le faut, vous vous occupez de cette personne-là. Comme s'ils envoient un message. Le message est envoyé. Nous, bon, on a le téléphone maintenant, mais imaginez-vous, ces animaux-là, une meilleure connexion depuis des années, à fonctionner entre eux. Et pourtant, on n'entend pas de son. Donc, ce serait intéressant qu'on arrive à identifier leur mécanisme. Ouais, si ça on serait veut. intéressant. Pour tout ce qui est maintenant, beaucoup de scientifiques s'inspirent de processus de la nature pour créer des solutions pour les humains. Et eux, en fait, on réalise qu'ils communiquent à distance. Ils communiquent, ouais. Et ils peuvent même communiquer à distance d'île en île. Ou est-ce que tu penses... Je dirais pratiquement. Parce que tu m'avais dit une fois que tu pensais qu'il y aurait eu un séisme en Martinique, mais finalement, il a été ressenti à la Dominique. Ouais, tout à fait. Mais qu'ils étaient en position de communication télépathique, on va dire. Exactement. Et là, moi, à ce moment-là, j'étais, bon, autant ébahi de voir comment ça se fait, parce que le fait de les voir redresser, je dis, tiens, il va se passer quelque chose. Et quand j'ai entendu que c'est la Dominique qui a eu un sacré séisme, j'ai dit, oh là là, il y a quelque chose qui me dépasse largement. Parce qu'à ce moment-là, moi qui pensais que ça serait sur notre île qui allait avoir un problème, mais c'est l'île voisine. Bien sûr, l'île, il est rattaché par le sol, on est séparé par l'eau, mais on est rattaché par le sol. Alors, comment la bête arrive à avoir cette communication-là qui sort du sol, puisqu'on est coupé avec l'eau. Donc ça veut dire que c'est très ancré dans le sol, où ils ont une sensibilité extra fine. Tout à fait, comme un chat avec ses réflexes. Un chat qui a au micron près, quand vous observez un chat, vous allez voir que quand, admettons qu'il y a un impact, la façon qu'il se retire ou esquiver l'impact, et pourtant le coup était déjà parti. Alors eux, ils ont un système presque aussi élaboré, qui ont leur côté, pour pouvoir avoir une telle communication. Ou peut-être que nous, si on avait les yeux pour voir, on aurait peut-être vu des espèces d'ondes qui se transmettent à distance. Si on voyait, je ne sais pas, en infrarouge, parce qu'eux, ils voient en infrarouge. Justement, quand ils nous voient et qu'on a peur, ils voient... Tout ce qui est le processus de peur que nous avons, puisque déjà il a des fossettes au niveau de la gueule, vous allez voir des petits trous que les scientifiques, bien sûr, avant moi, avaient déjà observés. Et effectivement, c'est une façon pour eux de vous observer en infrarouge.
en efforeux de savoir tout ce que vous allez faire. Donc, par exemple, si je suis sereine et que j'ai pas peur, qu'est-ce qu'il voit, le serpent? Tout simplement que déjà le cœur qui bat à la chamade. Ça, c'est là, ça, c'est, enfin, si j'ai pas peur, mais si j'ai peur, Oui, et ça va, il va voir des couleurs, il va voir c'est ce que en toutes les façons, quand on voit un serpent, on a toujours peur. Oui, on a peur, oui. Donc, dans tous les cas, il va sentir que tout à fait. Et là où ça va battre le plus fort, c'est là qu'il faudra attaquer. Oui, si il constate qu'avec la pulsion du cœur, que vous allez attaquer, puisque vous allez faire un geste qui va, autant qu'il va lui-même, étant que chasseur, va pas vouloir attraper, il va pas se laisser faire. Il va, au contraire, soit effectivement, il a déjà vu le geste que vous allez faire, il va attaquer. Mais parce qu'ils arrivent à repérer les zones où il y a la concentration du sang, c'est ça, ou bien les organes les plus plus sensibles. Oui, les organes vitaux. Oui, effectivement, et j'en peux même prendre le cas c'est d'une connaissance, puisque cette personne-là a été mordue. Pourquoi? Parce qu'il a soulevé son coutelas. Quand il a vu le serpent, il était en train de faire de l'herbe. Il a soulevé son coutelas, le serpent a compris tout de suite qu'il voulait l'attaquer. Alors il a attaqué en premier. Il a frappé en premier. D'où le conseil de trouver, de prendre une feuille, si jamais on a une feuille à proximité, une feuille une feuille à pain ou autre. Pour faire écran. Pour bloquer, pour ne pas qu'il puisse nous scanner. Exactement. D'accord. Alors, il vaut mieux trouver une bonne branche avec beaucoup de feuilles pour casser cet effet-là. Casser la communication. Exactement. On prend tout contact. Oui, on peut dire, mais c'est effectivement, si on est dans un poulailler, on a du carton, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, la protection des pare-brises pour les voitures, vous avez ça quelque part, eh bien, vous faites écran avec lui, comme ça, tout ce qui peut faire écran, comme ça, la bête sera là, il sera bloqué, parce qu'il ne peut plus communiquer. D'accord, il n'y a plus de transfert d'informations. Tout à fait. Alors, quelle similarité tu pourrais dire que tu as avec le serpent? Si tu devais te qualifier avec des mots, des adjectifs, des qualités ou des défauts, hein, du serpent. Aussi, vu la proximité que tu as avec cet animal. Je veux dire, un peu comme une fois quelqu'un qui avait posé la question à une autre personne sur autre chose, mais là, je dirais que je suis celui qui parle à l'oreille du serpent, ou le serpent qui me parle. Alors, effectivement, c'est l'animal autant qui m'a intrigué, que j'ai cherché à connaître jusqu'à maintenant, et ça va encore continuer. Alors, avec les lectures des scientifiques, autant que moi-même que je partage. Et ça, c'est ce côté-là que je me suis sacrifié à connaître et qui porte ses fruits. Bon, certaines personnes vont dire il y avait autre chose à faire. Mais c'est comme une mission. Oui, comme une mission, finalement. Comme une mission, et je dirais que finalement, je suis bien dans la peau du serpent. Donc, c'est dans cette mission depuis tout petit, depuis la bénédiction de ton baptême à 3-4 ans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça a servi. Il y a eu ça m'a permis de faire beaucoup de connaissances, même si je n'ai pas rencontré exactement, par exemple, le père Pinchon, qui est un biologiste avéré à cette époque. Enfin, même à cette époque, jusqu'à, je dirais, aux années 70. J'ai fait classe un petit peu au séminaire au collège. J'aurais pu, mon père avait compris ça. Mais bon, je n'ai pas pu le rencontrer directement. Mais je savais que c'était un chercheur, c'était un biologiste, effectivement, que ce soit serpent ou autre, mais il avait un œil sur les serpents. Tellement il avait été blessé à plusieurs reprises par des serpents. D'accord, ok. Donc en fait, cette proximité-là, tu la ressens comme une mission, plus que tu te ressens proche de sa façon de vivre. Ah oui, Es-tu solitaire comme le serpent? Ah, pratiquement. Patient? Oui, tout à fait. Puisque, effectivement, on aurait joué on dit que les montagnes ne se rencontrent pas. Et un animal et un humain qui se rencontrent, qui a pratiquement les mêmes idéologies, c'est-à-dire d'être patient.
Et moi, c'est un peu mon cas. Autour de moi, les gens disent, même voient peut-être, c'est pas paresseux. Parce qu'on réfléchit beaucoup. Et le serpent, quand il arrive en quelque part, il réfléchit beaucoup avant de se décider de faire ci ou de faire ça. Ouais. Alors effectivement, on n'a pas les mêmes fonctions étant qu'humain. Humain, on est quand même à une autre activité. Par rapport aux animaux, effectivement, comme eux, qui sont en forêt, qui cherchent à vivre, c'est de la chasse. Il faut se battre parce qu'en forêt, pour eux, c'est très difficile. Tellement que la nature a doté les femelles de faire beaucoup de petits, même voire une trentaine. Et c'est pas les 30 qui vont vivre. Parce que la forêt, le combat pour pouvoir survivre en forêt, étant donné qu'eux-mêmes ne mangent pas d'herbe, ils ne mangent pas de légumes, alors c'est uniquement des rongeurs, des batraciens, ceux qu'ils vont trouver. D'accord. Donc, par exemple, les crapauds mangent des œufs, enfin pas les œufs, mais les bébés serpents. Oui. Entre les deux. C'est un qui voit l'autre. C'est le premier qui chasse, le premier. Mais quand ils sont tout petits, ils peuvent pas. Enfin, oui. Quand ils sont tout petits, ils peuvent mordre. Ils peuvent mordre, ils vont se défendre. Mais est-ce qu'ils vont avoir de la chance de manger? Par exemple, s'ils vont contre une grenouille, alors ça va prendre du temps. Parce qu'un petit, grosso modo, fait à peine 10 cm. Bon, c'est vrai, ça pousse vite. Ça pousse vite, mais en un mois, ça ne veut pas 2 mètres. Alors, le temps de se battre, trouver la bonne nourriture. Déjà, s'il trouve un humain, il mord cet humain-là, mais il ne peut pas le manger. Oui, il va se protéger. Mais il a de quoi. En tout cas, il est équipé pour se protéger même quand il est tout petit. Hein. Oui, tout à fait. Il a son venin qui est puissant, c'est ça? À 1 jour, 2 jours, moi j'ai été mordu à 3 jours. Et quand même, ça a fait des dégâts. Un serpent de 3 jours. Un serpent de 3 jours. Alors, on voit que autant que ça a son bon côté, c'est-à-dire son bon côté d'être mordu, oui, parce que on a pu voir, que ce soit moi ou les médecins qui étaient autour de moi, bon, je ne suis pas le premier, mais de voir l'efficacité du venin sur nous, de voir comment ça progresse. Et avec un serpent qui a 3 jours. Alors, il suffit d'une goutte, pas plus gros qu'une tête d'épingle. Donc même un serpent de 3 jours peut être pris pour prélever, être prélevé pour l'antidote. Alors, ça sera encore beaucoup plus efficace. Il n'y en a pas beaucoup, puisque dans la poche à venin, qui est de la taille d'une poche à venin d'une abeille, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est concentré. Très concentré. Très, très concentré. Alors justement, tu as créé ton association qui s'appelle, dis-moi si je dis bien, D1TAG, c'est ça? Oui, D1TAG. Voilà, division... Non, premier département du trigonocéphale aux Antilles-Guyane. D'accord. Quels sont les objectifs de ton association? Alors l'objectif qui est pas difficile, qui est anodin, c'est aller à la protection du serpent. Alors faire autour, travailler avec les chercheurs, tout autour, pour pouvoir protéger cet animal-là, même s'il nous fait du tort. Mais c'est une bête qui a son utilité. Pourquoi il faut le protéger? Alors, déjà, c'est une endémique sur l'île. Alors, pourquoi une endémique sur l'île? Il n'a pas trop de voisins, puisqu'on est une petite île. Il n'y a qu'un seul pour l'instant qui a voulu prendre l'avion, mais finalement, il a été récupéré. Alors, ceux qui prennent l'avion, c'est bien sûr les chercheurs qui viennent ici pour les récupérer, pour les amener dans les labos d'Europe. Mais là, moi, je travaille beaucoup avec, effectivement, ces personnes-là, soit quand ils viennent ici pour mettre le terrain familial à leur disposition, trouver les serpents, puisque des fois, c'est pas aussi facile que ça. Il y a des jours, on en trouve, mais il y a des mois, ils se cachent. Par exemple, dans les mois qui va faire beaucoup plus frais, vers novembre-décembre, eh ben, tous ceux qui ont des serpents, quels qu'ils soient, Rivière-Pilote, Font-Saint-Denis ou autre, on ne va pas trouver un serpent. Parce qu'ils vont se cacher, parce qu'ils commencent à faire frais, alors ils vont entrer dans les trous, ils vont chercher de la chaleur pour garder, comment on va dire ça, hiberner. Oui, mais qu'est-ce qui se passerait si jamais ils étaient en voie de disparition, si la population
le serpent disparaît, ouais, eh ben, on va être multiplié avec les rats. Les rats et les rongeurs, souris, c'est sûr et certain, comme ils n'ont plus de prédateurs, à ce moment-là, ça sera envahi, parce qu'eux, ils font un sacré boulot. Ce qu'on ne voit pas, eux, ils le font. Ils ne mangent pas effectivement une souris tous les 10 minutes, mais ils arrivent quand même à régler le processus des rongeurs. Mais s'il n'y a plus de serpents sur l'île, eh ben, je vais oser dire, on sera malheureux, surtout les agriculteurs, parce qu'ils ne font pas attention, beaucoup de personnes ne font pas attention, mais les serpents font un sacré boulot. D'accord. Si notre cher trigonocéphale pouvait parler, qu'est-ce qu'il nous aurait dit à nous Martiniquais, et d'ailleurs en priorité, puisque bon, on a souvent, on a peur de lui, hein. Mais voilà, à nous, qu'est-ce qu'il nous aurait dit? Moi, je pense qu'il nous aurait dit largement, eh bien, on peut vivre main dans la main, animal et humain, on peut vivre largement, correctement. Moi, j'ai toujours, surtout maintenant, surtout, je dirais, endosser la castrette il y a un moment, mais le montrer davantage. Et sur le terrain familial, la plupart des serpents ne sont pas en cage, ils sont en liberté. Et jusqu'ici, on n'a pas on n'a pratiquement pas d'accident, même avec les autres animaux qui sont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils soient poules, cochons ou bœufs. D'accord. On arrive quand même, pour moi, ce serait ce message-là qu'ils auraient donné, on peut vivre ensemble. D'accord. Largement. Merci beaucoup, Rosangar. Je pense que tu as été un bon porte-parole, n'est-ce pas? Merci à toi de leur donner une voix, et en espérant que ça puisse aider à ceux qui nous écoutent à mieux comprendre et mieux appréhender cette espèce endémique et précieuse pour la Martinique. Surtout précieuse pour la Martinique, parce que je pense que certains le voient dans un mauvais sens, mais nous avons une bonne bête sur l'île. Il serait bon de le préserver.